Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Charles Curdali. Salut Elliot. On est actuellement en Aveyron, dans la salle de danse. Et on est ensemble cette semaine car on a développé un programme ensemble qui s'appelle Atomic Perspective. On vous en reparle plus tard dans la vidéo. Et tout au cours de cette semaine, on a eu des discussions très intéressantes qui m'ont donné envie de créer cette interview, ce moment de partage. Et mon intention, c'est de mettre Jean-Charles sur le grill, car ça fait plus de 3 ans qu'on se connaît. Et ça fait 3 ans d'ailleurs qu'il y a eu une vidéo avec Jean-Charles sur cette chaîne, sur la vie intentionnelle, justement. Depuis, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Tu as écrit ton livre, qui a été un franc succès. Tu as développé plein de choses. Et moi aussi, de mon côté. Et donc, mon idée dans cette vidéo, c'est de revenir à ce qui fait notre point commun, qui est l'amour des concepts, des livres, etc. Et de pouvoir discuter à propos de ces sujets-là. Mais avant toute chose, Jean-Charles, est-ce que tu pourrais te présenter? Comment tu te présentes aujourd'hui? Tu me refais la même du coup. Oui, je te la renvoie. Alors comment je me présente aujourd'hui? Moi j'aime bien me présenter par les activités que je fais. Et par le projet du moment, que je rajoute, que je te pique d'ailleurs. Donc par mes activités, donc, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui écrit, qui aime beaucoup marcher, faire du sport, qui valorise beaucoup les bonnes discussions, les bonnes relations, les discussions profondes avec les amis, avec les proches. Effectivement, tourner pas mal vers les concepts, la connaissance, mais aussi par l'expérimentation, l'entrepreneuriat, le mouvement. C'est vraiment moi, les 2 piliers de ma vie, c'est apprendre des choses, penser, mais aussi faire du sport, être en mouvement, creuser des choses même par la chair, au maximum. Et mes projets du moment, quand je me définis, en ce moment, effectivement, travailler sur ce programme avec toi, Atomic. Là, je me suis remis dans un gros cycle entrepreneuriat, business. Donc, en ce moment, j'ai une offre de coaching que j'ai lancée. Et je suis dans un cycle où je vis à Budapest en ce moment depuis 2-3 ans maintenant. Donc géographiquement à Budapest, entrepreneur, créateur, auteur pour les fonctions, mais surtout les activités que j'ai présentées. Génial. Donc là, tu as sorti récemment ton livre Vie intentionnelle. Et ma question par rapport à ce dernier, c'est quels ont été... Donc tu as fait un processus de recherche monstrueux en fait pour le créer, oui, on peut faire livre. Plus encore, mais oui, pas mal. On peut faire plus monstrueux, oui, ouais. Mais quasiment, oui, je pense 2 ans ou 3 ans de recherche, plus toute ta vie passée. Et donc ma question, c'est quelles ont été en fait tes références de toutes les recherches que tu as fait, ou les courants qui finalement ressortent le plus dans ton livre, qui t'ont paru le mieux pour designer sa vie intentionnelle? Quel est le fruit de tes recherches finalement? Ouais, complètement. Alors, pour remettre dans le contexte, donc le livre est sorti septembre 2023, et j'ai commencé à travailler dessus, en tout cas sans le savoir. C'est intéressant d'ailleurs en passant, notamment avec ton système de gestion de connaissances, c'est que j'ai commencé, pour remettre le contexte, j'ai commencé à travailler sur mon second cerveau au printemps 2021. Toute l'année 2021, en fait, j'ai énormément lu. Je suis parti à l'étranger, en Géorgie, après en Hongrie, et j'ai lu beaucoup. Parce que j'avais un besoin à un moment de faire de l'introspection, je me posais pas mal de questions sur où je voulais aller, et j'ai eu un désir de creuser notamment la philosophie, en rentrant notamment par les philosophies antiques, et plus précisément le stoïcisme, qui est la philosophie la plus mainstream, on pourrait dire aujourd'hui quasiment, de part des gens comme Ryan Holiday, dans notre monde occidental, qui a été vachement popularisé par Tim Ferriss, Ryan Holiday notamment, et d'autres auteurs. Et donc c'était le point d'entrée. C'était déjà de commencer en fait à faire des recherches sans savoir que je faisais des recherches en fait. Oui. C'était même pas pour écrire un livre à la base. C'était juste je prends des notes, je lis des bouquins, je teste des choses, je fais des expériences. J'avais fait 2 mois à vivre en tant que stoïcien. J'avais fait une vidéo à l'époque en 2021. Donc ça partait de ça. Et du coup, la première base d'influence de mon livre, ça a été la philosophie stoïcienne et plus largement la philosophie pratique. J'étais très influencé par les travaux de Pierre Hadot, qui était un philosophe français qui est historien de la philosophie, qui parle beaucoup justement de comment se structurer les philosophies antiques, les écoles de philosophie, donc stoïcisme, épicurisme, platonisme, scepticisme, j'en loupe d'autres, mais voilà, c'est les 4-5 en gros principales qu'il y avait à l'époque en Grèce, à Athènes, puis à Rome. Et ça m'a beaucoup influencé. De me dire, en fait, la philosophie, il y a une partie théorique, il y a des concepts, mais c'est, à l'époque en tout cas, c'était des concepts pour une vie pratique, une philosophie pratique, un mode de vie, un art de vivre, une ascèse. Et quand tu étudies vraiment, c'est notamment un livre qui s'appelle La philosophie comme manière de vivre, et un livre autour de Pierre Hadot, vous tapez Pierre Hadot philosophie pratique, vous trouvez aussi un autre livre dont le nom m'échappe là. On se rend compte vraiment de ça, c'est que c'est avant tout un mode de vie. Et du coup ça m'a énormément inspiré. Je me suis dit,
ok, bah, j'aime bien les concepts, parce que j'ai ce côté aussi un peu voilà, stimulé par les idées, les concepts. Mais moi, j'étais en recherche pas de concept, j'étais en recherche surtout d'un mode d'existence. Complètement. Et le concept m'amenait en fait à réfléchir au mode d'existence. Et inversement, le mode d'existence me faisait créer des concepts. En fait, ça va dans les deux sens. Et alors, je vais pas spoiler enfin, si, je peux en dire pas plus. Du coup, c'est pour ça que j'ai aussi développé le philopreneur aussi petit à petit. C'est cette idée toujours. C'est ce qui paraît duel. Souvent, les gens me disent, oui, mais philopreneur, philosophie, entrepreneuriat, rien à voir le truc. Bah, je dis bah si, parce qu'en fait, philosophie au sens plutôt de vie, philosophie pratique. Entrepreneuriat, il n'y a rien de plus pratique que l'entrepreneuriat. C'est du concret, c'est de l'action, c'est du mouvement, c'est du projet. Et du coup, pour moi, dans ma tête, ça va complètement ensemble en fait. Ouais, complètement. Mais pas pour la plupart des gens. Et du coup, c'est de ça en fait, c'est vraiment le point de départ qui va le plus influencer. C'est Pierre Hadot, la philosophie pratique, les écoles antiques. Et c'est même au-delà du stoïcisme, qu'en fait, c'est vrai qu'on va beaucoup me rattacher au stoïcisme, parce que je le cite plusieurs fois dans le livre d'ailleurs. Mais en vrai, je me définis pas stoïcien. Moi, j'ai plus la vision, parce que disait Nietzsche, il disait ce sont des boîtes à outils, en fait, et on peut reconstruire sa philosophie à partir de ces boîtes à outils, ces modèles mentaux, on en parlait avant aussi, voilà, des outils de pensée, des modes de vie, et après, je customise, on va dire, ma propre vision, mon propre paradigme, à partir de ces différentes sources d'influence. Donc voilà, donc il y a eu la philosophie antique. Qu'est-ce qui m'a... C'est vrai que sur ce point de la philosophie antique, ouais. Je me permets de te couper parce que c'est vrai que moi, quand je t'ai rencontré, je sortais du lycée, la philosophie pour moi c'était chiant. Allez, on va lire des. Enfin voilà, c'est chiant vraiment. C'est la première terminale. Ouais. Première terminale. Et en fait, quand tu m'as dit, mais en fait, non, la philosophie, c'est comment tu vas créer ton art de vivre, quoi. Et si tu t'y intéresses pas, tu vis une vie par défaut, tu vis une vie de merde parce que tu développes pas l'esprit critique pour savoir ce que tu veux vivre vraiment et comment tu vas interpréter ton existence. Je me suis dit, putain, en fait, la philosophie, voilà, c'est intéressant, quoi. Il y a un philosophe, un vulgarisateur qui est excellent en France, s'appelle André Comte-Sponville, qui est plus un professeur de philosophie qu'un philosophe. Il n'a pas vraiment créé de concept fort. Alors, il a des formulations qui sont bonnes. Par exemple, il dit beaucoup, la philosophie, ça permet de penser sa vie et vivre sa pensée. Ah oui. Et du coup, ça encapsule énormément ma propre vision de la philosophie. Je ne vais pas le répéter du coup, mais voilà, c'est cette idée que voilà, je réfléchis, je fais une forme d'introspection, je prends de la connaissance, et après je mets en action le fruit de ma pensée, et c'est un aller-retour toujours entre la pensée et l'action. Et ça, c'est la base, et ça, les écoles antiques avaient tout compris déjà. Ouais. Parce que du coup, il y avait, dans les écoles antiques, tu avais les cours théoriques et le mode de vie. En fait, tu ne pouvais pas adhérer à n'importe quelle école, épicuriste, stoïcienne ou autre, sans vivre le mode de vie. Tu pouvais pas juste dire non, moi je veux juste aller à l'école apprendre. Non, il fallait être dans l'école. Ils avaient une espèce de co-living, on va dire. À un endroit où ils vivaient tous. Ouais. Et il fallait vivre selon le mode de vie. Et tu venais pas, encore une fois, je me répète, mais tu ne venais pas pour les concepts, tu venais pour le mode de vie. Oui. Mais tu avais besoin des concepts pour comprendre la raison du mode de vie. Bien sûr. Les principes qui faisaient que pourquoi on vit comme ça. Et ça, c'est fascinant. Et du coup, je recommande beaucoup aux gens de lire ces livres. C'est pas des livres qui sont, je pense, lus. C'est pas des centaines de milliers d'exemplaires, mais c'est fascinant. Et autre influence, que c'est grâce à toi que je l'ai découvert à l'époque, c'était Ken Wilber. Et pareil, tu vois, Ken Wilber, c'est un philosophe, du coup. Et donc, tu as vu après que la philosophie peut être complètement pratique. La pratique intégrale, la théorie intégrale, c'est quelque chose qui peut être mis dans... Il y a même un livre de pratique de vie intégrale qu'il a fait. Oui, qui en fait, comment t'appliques sa philosophie tous les jours. C'est ça. Quoi. Et donc, il y a eu Ken Wilber. J'ai eu un arc avec Peterson aussi, qui a plus ou moins décrié comment on se positionne. Jordan Peterson. Et alors, comment tu décrirais le travail de Jordan Peterson à quelqu'un qui aujourd'hui a peut-être une vision de lui comme un mec un peu masculiniste, tout ça? Ouais. Jordan Peterson, je pense que déjà c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié. C'est quelqu'un qui a passé 20-30 ans. Lui, il est fasciné par comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu les barbaries du XXe siècle. Notamment, lui, il est quand même assez critique vis-à-vis du communisme. Et en gros, il essaye de faire en sorte de comprendre qu'est-ce qui a fait, c'était quoi les raisons sous-jacentes de tout ça, et comment on peut éviter de reproduire cela. Et lui, justement, il y a deux choses sur lesquelles il va être critiqué. C'est qu'il est très sensible, on va dire, de la dureté du monde, le fait qu'il y a des choses qui sont pas évidentes, et c'est vrai qu'il s'est beaucoup positionné, un peu malgré lui, sur le fait d'aider les hommes, en fait, les jeunes hommes, parce qu'il a énormément dans son audience des jeunes hommes qui étaient perdus et qui cherchaient du sens. Donc ça, c'est un point. Et après, il avait tendance à voir, et d'ailleurs Ken Wilber, je pense que Ken Wilber a tendance à penser un petit peu ça aussi, de voir justement si on prend le niveau vert dans la spirale dynamique, donc plutôt
les gens très ouverts, tu l'expliqueras mieux que moi, si tu peux rajouter Pluralisme, relativisme. Ouais, voilà, relativisme, inclusif, divers, enfin, qui sont à diversité, etc. L'étage, comme dit Camus, a toujours une forme de régression, parce que certaines personnes vont plutôt dans la régression, et ça qui fait peur à Peterson, c'est que lui, il avait l'impression qu'il y avait tout un pan, on va dire, de la société qui se voulait vert ou qui était vert, mais régressif, et du coup, ça créait une forme de, en fait, à vouloir être. En fait, c'était pas divers et inclus, en fait, c'était très excluant, et j'impose ma vérité au monde. Et ça lui faisait peur, donc c'est un peu ces deux sujets sur lesquels, du coup, il a été pris à partie par des personnes qui aujourd'hui peut-être influencent beaucoup l'opinion publique. Et ouais, donc je pense que c'est ça un peu la compréhension qu'a Peterson. Après, il a ses propres biais, il a ses propres limites, il a sa propre histoire. Mais en tout cas, moi, où il m'a intéressé, c'est le fait de reprendre sa responsabilité par rapport à son existence, c'est de se combattre ses dragons un petit peu, et de se créer un chemin vraiment très influencé, lui, par Jung. Et il y a un concept de Carl Jung, c'est l'individuation. C'est le fait qu'un individu doit s'individuer. Les gens sont très individualistes dans la société, mais très peu individués, donc vraiment singuliers, aller chercher vraiment qui ils sont vraiment au fond d'eux. Et du coup, Peterson, je trouve qu'il faut creuser, mais en tout cas, il y a un petit peu ça derrière avec les concepts de Carl Jung et des idées de Nietzsche aussi, très influencés par Dostoïevski, Nietzsche et Carl Jung. Donc même en rentrant dans Peterson, j'ai creusé indirectement ces trois auteurs aussi. Donc c'est en ça que moi, en tout cas, il a été assez important. Et aussi parce que j'avais à un moment une rencontre avec une phase de vie où j'avais un peu plus de mal à y voir clair à 29-30 ans. Et c'était un relais un petit peu, tu vois, qui a été salvateur pour moi. En ce moment, je le lis moins parce que j'en ai moins besoin. C'est pas que je suis dissocié de Peterson, c'est juste que je pars des phases, en fait. Comme ça, tu as eu Ken Wilber, t'en es ressorti, puis t'en es revenu. Donc voilà, il y a eu Peterson. Il y a eu beaucoup d'Eric Sivers pour le côté exploration des modes de vie, avec How to Live, mais plus largement que How to Live. Au final, How to Live, j'aime bien, c'est très beau, bien pensé et tout, mais c'est plus son blog, moi, que j'adore. Oui. C'est plus, même pas ses livres, c'est son blog. D'ailleurs, certains de ses livres, c'est des compilations d'articles de blog. Moi, je suis fasciné par son blog, je suis fasciné par le mode de vie qu'il a eu. Donc, ceux qui connaissent pas, c'est un entrepreneur américain qui a eu plein de phases de vie, était nomade, il a vécu à Singapour, il a vécu à Londres, enfin dans plein d'endroits dans le monde, et avec des modes de vie très différents, que tu connais bien du coup aussi, oui. Eric Sivers. Et lui, il m'a beaucoup inspiré justement sur cette quête de vie intentionnelle. En fait, je pensais beaucoup à Derek Sivers quand je pense mon propre chemin de vie, et quand je pensais ce que j'appelais le projet de vie intentionnelle que je proposais aux gens de développer dans le bouquin, dans la partie pratique du livre. Donc il y a Derek Sivers. Je pourrais t'en citer d'autres, mais je pense que j'ai fait les principales. On pourrait en parler une heure, sinon, parce c'est vrai qu'il y a beaucoup de références au final. Mais là, c'est les premières qui viennent. Peut-être Tim Ferriss aussi, on pourrait dire héritage de Tim Ferriss. J'ai pas trop pensé pendant le livre, mais je pense que Tim Ferriss, c'est presque, c'est en moi, tu vois, vraiment le truc. C'est j'ai tellement, et tu sais, on va dire, j'ai baigné tellement en fait dans ses contenus, dans ses bouquins, dans son podcast il y a 7-8 ans, que j'ai l'impression que tu vois, c'est même la vie intentionnelle au final, c'est un synonyme de la lifestyle design d'une certaine manière. Ouais, alors pas à 100% du temps, mais c'est dans cet esprit en tout cas. Et donc très grosse influence aussi, même si j'en parle pas ou peu dans le livre. Je crois que j'en parle pas de Tim Ferriss dans le livre, mais en fait c'est parce que j'ai presque oublié en fait, tellement il est déjà ancré en moi en fait. Alors que des gens comme la philosophie pratique, j'étais en train de l'étudier à ce moment-là, donc ça m'a influencé beaucoup plus. Tu sais, c'est des trucs des fois, c'est malheureux, mais des fois tu ressors les choses que tu as ingérées il y a peut-être 1 ou 2 ans. Alors que les choses que tu as depuis 10 ans en toi, tu penses moins à les ressortir à ce moment-là parce qu'elles te paraissent complètement intégrées, naturelles. Quoi. Ok. Voilà, pour cette longue réponse. Mais au moins, ça donne de la matière à creuser. Oui, c'est ça, il y aura toutes les références, je vais tout mettre dans la description. C'était le but, a priori, on parlait d'idées de livres. Oui. Et si on s'intéresse donc, peut-être si on remonte d'un niveau dans le niveau cognitif, tu vois, c'est-à-dire que là, si on parle d'approche, de référence, un petit peu de concept, si on remonte bien au-dessus, et qu'on se demande comment ta manière de réfléchir et d'aborder les concepts et d'aborder le monde intellectuel a évolué en 3 ans, si ça a évolué. Parce que tu as eu une phase où tu lisais énormément de livres il y a 5 ans, je crois, une centaine. Mais grâce au système de prise de notes et à tes lectures, peut-être qui ont évolué en niveau, il y a peut-être des choses qui ont changé dans ta manière d'appréhender ce monde intellectuel. Alors déjà, je lis moins de livres, pas par rejet lit, mais justement par envie de mieux les digérer avec le système, mais aussi d'avoir des incentives plus saines, de plus prendre la métrique je veux lire 100 livres ou 50, la métrique plutôt des livres qui soit me servent selon mon business ou moi selon mes projets, ou des livres que j'ai une curiosité, je veux creuser un sujet ou un auteur.
Et tu sais, c'est toujours le truc de t'as le livre de 200 pages facile versus le livre de 800 pages très dur à lire. Et du coup, tu vas jamais lire le livre de 800 pages parce que t'es dans la logique du nombre. J'appelle l'effet Goodread. Oui. C'est désastreux, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, toi, comment on a fait des vidéos comment lire 50 livres par an ou comment lire 100 livres par an. Après, l'idée, c'est comment, dans le message, je pense qu'il y a un message important à diffuser, justement, que c'est pas une course à qui lit le plus de livres. Je pense que la course, c'est plutôt qui comprend le mieux les livres qu'il lit et comment il connecte le mieux les livres qu'il consomme, qu'il lit. Et c'est là où le système de second cerveau est top, parce que c'est tout l'enjeu. C'est je digère, je connecte, je recrée à partir de ça. Et ça a beaucoup plus de valeur que faire un rush. Je lis 100 livres par an pour montrer que je sais lire 2 livres par semaine, quoi. Donc ça, c'est un truc qui a vachement changé. Donc je suis plus maintenant si je devais donner un chiffre, 30-40 livres par an, ce qui est déjà énorme, tu vois, mais c'est énorme, 2 fois moins qu'avant. C'est quoi, c'est 1 heure ou 2 heures de lecture par jour, quoi. Ouais. Donc juste parce que j'en lis 2 heures par jour ou 1 heure par jour, je finis à ce chiffre, mais plus avec un... Toi, si par exemple je vais prendre 3 semaines pour lire un livre, maintenant je m'en fous, tu vois, je suis ok, c'est même bien. Tu vois, là tu m'as parlé du nouveau livre de Cal Wilber, ça va me prendre 4 semaines à le lire, 4 semaines. Et c'est bien. Ouais. J'ai des livres comme ça, je suis très content de les avoir lus, même s'ils m'ont pris des semaines, quoi. Donc ça a changé. Après, je pense que maintenant, de manière générale, j'essaie d'épurer, en fait, de réduire, tu vois, de creuser plus les auteurs, de mieux comprendre les concepts, de moins m'éparpiller, de choisir les lectures au bon moment aussi, de me dire, là, c'est le bon moment pour lire tel livre. Je sens que y a un appel, tu vois. Là, je suis curieux, par exemple, sur le côté curiosité, tu m'as donné envie de reprendre Cal Wilber, mais j'ai eu aussi beaucoup de lectures récemment sur des problématiques précises. Que j'ai voulu du coup appréhender à travers notamment le côté lecture, où j'ai lu aussi un livre sur la blockchain, par exemple, qui s'appelle Read, Write, Own de Chris Dixon, qui m'a complètement fait repenser et reprioriser un peu mon envie d'approfondir le Web3, la blockchain, qui m'a même donné envie potentiellement de remonter des business plutôt tech. En comprenant des choses, en ayant l'impression de connecter des points que je connectais plus ou je connectais pas. Donc je sais pas si c'est ma réponse exhaustive, mais en tout cas c'est ce qui me vient là. C'est ce qui te vient, ouais. Mais justement, en parlant de livres compliqués, tu m'as pas mal parlé aussi d'un livre qui s'appelle, j'oserais pas en anglais, donc je vais dire L'individu souverain. C'est des mots compliqués à dire avec l'accent. Bon, après on est français, on a le droit d'avoir un accent moyen. The Sovereign cool. Individual. Et on aurait dit un américain. On aurait dit, t'as vu. et donc sur ce livre-là, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce dont il s'agit, la thèse principale, et ce que ça t'a fait changer dans ta vision du monde à toi? Alors déjà, c'est un livre que j'ai même pas terminé, pour te dire. Pour autant. Et pourtant, je l'ai bien compris, je l'ai beaucoup étudié, mais il est très très dur à lire, il est très très long, et c'est pas qu'il te chamboule comme un livre comme Cal Wilber, mais il est très très dense, quoi. Ouais. Donc là, il faut que je le reprenne encore. Enfin, quand je dis que je l'ai pas terminé, c'est que je l'ai terminé, mais je l'ai un peu survolé à la fin, et après il faut que je revienne dessus. Enfin, tu vois, je dois refaire une deuxième lecture. Ouais. L'idée globale, c'est c'est un livre qui prend plein de champs disciplinaires, mais qui tire beaucoup au niveau de l'histoire sur comment on s'est développé en tant que société à travers les différentes ères. Comme tu parles des fois de l'ère, les différentes ères jusqu'à l'ère de la perspective, eux ils vont aller. C'est un livre qui a été écrit dans les années 90, donc jusque l'ère de l'information. Donc il te dit toutes les ères qu'on a eues, les 4-5 ères qu'on a eues dans notre civilisation depuis 3000 ans, enfin 10 000 ans même du coup, parce qu'ils parlent d'encore même l'agriculture, tout ça. Et en gros, ils disent que maintenant, il y a un monde où les individus, grâce au progrès technologique, à l'information, enfin tout ce qui est en train de se développer, dans l'IA, on peut rajouter, ont un pouvoir qui va dépasser les États. Et on le voit aujourd'hui, il y a un problème, par exemple, dans notre société, ou une opportunité pour certains. Il y a des gens sur Internet qui vont créer des audiences, qui ont déjà des audiences à 100 millions d'abonnés sur Instagram, qui ont des chaînes YouTube qui font plus de vues que les journaux, que les anciens médias, etc. Du coup, c'est un nouveau paradigme qui fait que l'individu, aujourd'hui, un Squeezie, par exemple, aujourd'hui, il influence potentiellement les votes en France. Oui. Et du coup, il est plus puissant potentiellement que le président qui peut-être aurait moins de monde qui le regarderait pour dire voter pour un tel, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est fou. C'est-à-dire que l'État français, dans des situations, a moins de pouvoir que Squeezie. Oui. À vérifier, mais en tout cas, il y a cette idée, en tout cas. Et du coup, c'est toute la thèse du livre, c'est de se dire que maintenant, on est dans un nouveau paradigme. Ils te font prendre conscience, par exemple, des choses qui m'ont marqué, c'est pourquoi les pays existent, et qu'il y a notamment une dimension qui était très rattachée à la marchandise, en fait, le fait de faire des deals et l'économie.
Donc de dire, voilà, avant on pouvait faire du business ou troquer des choses à l'échelle très locale. Après, il y a une échelle entre guillemets plus régionale, et puis après qui était nationale. Et maintenant, tu te dis, du coup, tu comprends pourquoi les pays ont été créés potentiellement, un des facteurs en tout cas. Et maintenant, tu vois que on est à une échelle globale, mondiale, internationale. Et du coup, même le sujet du pays, en fait, l'utilité du pays se dissout un petit peu chaque décennie, chaque siècle qui va passer. Donc il y a une projection qu'on peut se faire, c'est que peut-être que dans 500 ans, les pays n'existeront plus. Il y aura des méga-États. Il y aura les États-Unis d'Europe, de toute façon, ce qu'ils sont en train de faire, c'est le projet de l'Union européenne aujourd'hui. Donc vraiment que le poids national a moins d'importance au niveau économique, en tout cas. Ouais. Moi, je pense qu'il a beaucoup d'importance au niveau culturel. C'est vrai qu'on en parlait de ce paradoxe l'autre jour. Ouais, de toute façon, c'est beaucoup ce que je dis. Moi, pour moi, le sujet, un des sujets de notre époque, c'est centralisation versus décentralisation. C'est ce que m'a fait prendre conscience aussi ce livre et des réflexions par rapport à la blockchain. Mais pareil, tu parlais des modèles mentaux. Quand tu comprends la blockchain, après tu l'appliques, ce modèle centralisation-décentralisation dans d'autres domaines, tu te rends compte que tout est tension, tu vois, souverainisme contre mondialisme, Web 2 contre Web 3, donc le Web 2 qui centralise tout, des énormes monopoles. Web 3 qui veut casser les monopoles, qui veut décentraliser, qui veut répartir la valeur différemment, pas tout mettre dans les mains des États ou des GAFA, en gros, si on schématise en caricature. Donc, c'est ce genre de réflexion que le livre m'a donné. Et donc, la vraie thèse, c'est ça, c'est que peut-être que potentiellement, dans 50, 100 ans, 200 ans, j'en sais rien, tu auras des espèces de petits, comme des petits Monaco, des principautés ou des petites enclaves qui vont se créer, ou des seigneurs, comme des seigneurs du 12e, 13e siècle. C'est juste que ce coup-ci, le seigneur, il n'aura pas des armées avec des épées et tout. Il aura un média hyper puissant, beaucoup de capitaux, des business, tu vois, et on est en train de les voir, ils sont en train de se construire, ces gens-là. Oui, c'est vrai. Des gens comme, moi je me dis des fois, des gens comme, je sais pas, comme Jay Shetty, comme Adam Peterson, comme Squeezie, tu vois, dans des domaines différents. Ça va être quoi dans 30 ans, ces gars-là? Ils vont avoir combien d'abonnés, en fait, tu vois? Et c'est quoi la puissance va être phénoménale, en fait. C'est bien des créateurs, des penseurs, des artistes qui vont avoir 100, 200, 500 millions, 1 milliard d'abonnés sur MrBeast, 1 milliard d'abonnés. Quand il aura 1 milliard d'abonnés sur YouTube, qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est fou. Tu vois? Ouais. Et le mec, il veut être président, il est élu, quoi, concrètement, quoi. Oui, c'est vrai. S'il veut être... Il a même dit, je crois qu'il y a je sais pas si c'est une fake news, mais il faut vérifier, mais potentiellement, c'est le genre de choses qu'il pourrait faire dans sa vie, tu vois, se dire... let's go, hein, je vais être président des États-Unis. J'active le levier audience, c'est terminé, quoi. C'est vrai. Voilà. Donc, individu souverain. Donc, individu souverain. Ouais. Et en quoi ça a changé donc ta vision de. Enfin, déjà plutôt une question en amont. Vas-y. Quel est ton rapport à la prospective? Comment tu. Est-ce que c'est une part de toi de regarder le futur et d'essayer de demander comment ça va évoluer, comment ça va se passer? Déjà, j'aime bien intellectuellement, c'est rigolo. La première chose. Après, je trouve que c'est très très dur C'est un peu comme la vision que tu as dans ton business ou dans ta vie. Tu peux te faire une projection très long terme d'à quoi le monde va ressembler. Ça va très certainement ne pas être le cas, mais ça va être un point de départ sur lequel tu vas pouvoir construire l'étape court terme, moyen terme, quoi. C'est-à-dire que c'est plus simple quand tu as une vision long terme, qui est une hypothèse, de prendre un pari sur le court moyen terme. Moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Ce qui ne veut pas dire que j'ai besoin que ce soit sûr, et c'est juste, je pose quelque chose. Moi, ma conviction actuellement, c'est que le monde va devenir de plus en plus difficile. On voit, il y a plein de problèmes. Voilà, on vit tous dans la même société. Voilà, les guerres, les problèmes d'énergie, du coup, l'inflation, les pandémies qu'il y a eu. Bref, on a un contexte quand même qui est assez difficile dans le monde, on va dire post-Covid, post-pandémie. Et donc, je pense que les inégalités vont encore plus se creuser. Qu'on vit comme toujours, hein, dans des transitions. En fait, tout est transitoire. En fait, on n'est jamais figé en termes de société. Mais là, il y a une transition assez forte entre les gens du 20e et les gens du 21e siècle. Oui. Donc, tous les gens qui aujourd'hui vivent avec un emploi bloqué géographiquement, d'une certaine manière, même si le remote rebat un peu les cartes, mais globalement, la plupart des gens travaillent à un endroit fixe. Parce que le remote, c'est un autre sujet, c'est un enfer à faire ça correctement. On n'est pas du tout encore mature d'un point de vue global sociétal pour que le remote soit le truc par défaut. Et on n'est même pas sûr que ce soit une bonne chose en plus. Donc tu as les gens du 20e siècle, entre guillemets, qui vont subir par manque d'optionnalité, manque de possibilités, manque d'assets en fait. Ils n'ont pas d'audience, ils n'ont pas de projet, ils sont dépendants d'un employeur, ils sont dépendants d'une zone géographique. Et donc ça, c'est malheureusement 90-95% de la population. Et l'autre côté, il y a les nouveaux riches, comme dirait Tim Ferriss, pas forcément que financiers, mais qui ont des options, justement qui sont toujours un peu plus souverains, parce qu'ils vont être mobiles géographiquement.
ils vont avoir peut-être plusieurs passeports. Ils vont avoir beaucoup d'argent, ou en tout cas ils ont un capital supérieur, ou une capacité de générer du capital supérieur à quelqu'un qui est dans le paradigme du XXe siècle. Je schématise, hein, évidemment, pour ça on peut pas parler, quoi. Donc il y a un peu tout ça, en fait, j'ai l'impression qu'il est en train de se jouer. Et donc je suis assez pessimiste, on va dire, à court terme sur le climat social-économique mondial, européen et français. Par contre, moi je me dis, voilà, je continue, je me dis j'ai la chance d'être du bon côté pour l'instant. Oui, c'est ça. Je suis pas sorti, enfin j'ai encore des choses à faire, mais je vais dans la bonne direction. J'ai envie d'aider les gens, on va dire, à faire le switch du 20e au 21e siècle, ou du 2e millénaire au 3e millénaire, tu vois, si on dézoome un peu plus encore. Et je pense que tu le fais très bien aussi, tu vois, en fait, tout notre réseau, nos amis autour, on est dans ce paradigme. Ouais. Et c'est pour ça qu'au final, je dis toujours, on vend tous plus ou moins la même chose, avec un angle différent, un monopole personnel différent, etc. Parce qu'on a tous envie, au fait, il y a un côté un peu, on veut emmener les gens avec nous là-dedans, en fait. Oui. Moi, je le vois comme ça, je me dis, en fait, voilà, il y a un nouveau paradigme, il faut réussir à le prendre, le monde est difficile, Oui. et en même temps, tu as la capacité de vivre une vie géniale en rentrant dans ce paradigme des 2 pieds, tout en travaillant beaucoup, évidemment, pour pouvoir quand même créer tout ce qu'il faut créer. Donc je sais plus le point de départ de ta question, mais est-ce que tu aimes la prospective et donc et du coup je l'aime parce que du coup ça m'aide à créer mon plan, à anticiper, à faire quand même une hypothèse sur à quoi va ressembler la société. Oui, parce que tu es intégré au tout, quoi, donc c'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Et après je termine là-dessus. C'est pour ça que je réfléchissais aussi et je me disais bon ok, là j'ai une phase où justement je veux pousser les gens à aller là-dedans. Mais je vois bien que tu vas pas entraîner les 90, 95, ça va être arbitrairement combien tu mets de pourcents là-dedans, quoi. Moi, mon but, c'est peut-être que le 1%, collectivement, on arrive à le monter à 5, 7, 10% grand max, tu vois. En fait, ça sera trop dur que tout le monde ne pourra pas faire les mêmes activités que nous. Tout le monde peut essayer, mais tout le monde n'est pas fait pour ça, tout le monde n'a pas envie de faire ça. Enfin, il y a plein de critères qui font que tout le monde veut pas de créateur sur Internet, créer une audience, tout ça, quoi. Et du coup, j'ai d'autres projets qui viennent pour plus tard. Toujours avec ma thèse de départ là, que je t'ai énoncée, dans le Web 3, du coup. Je me dis, mes réflexions en ce moment, c'est comment on peut mieux répartir la valeur dans tous les domaines, en fait, quasiment, même dans la creator economy d'ailleurs, grâce à des bonnes incentives designées dans des protocoles Web 3. Et je pense que c'est un de nos gros enjeux de l'époque, c'est la répartition de la valeur et la redéfinition des incentives économique, social, sur tous les aspects, en fait. Je pense qu'il y a un gros enjeu là-dessus. Après, j'ai pas du tout de réponse encore sur qu'est-ce que j'ai envie de faire. Concrètement, ouais. Non, mais en tout cas, comme tu dis, c'est le projet slow burn. C'est un projet slow burn. Très slow. C'est ça. Voilà. Okay. Mais tu vois, au final, c'est presque. Alors, c'est pas que ce livre, hein, mais c'est ce livre et plein d'autres trucs qui me viennent, tu vois, de lecture, de réflexion. Bien sûr, bien sûr. Mais ce livre-là, il a été assez important dans ses réflexions, mine de rien. Quand je fais un peu la rétro-ingénierie un petit peu de comment j'ai réfléchi les 2-3 dernières années. C'est clair. Ouais. Justement, j'allais te demander, en fait, dans ta vision, avant que tu fasses ta précision, moi, je reçois souvent, tu vois, la question, mais oui, ok, mais donc, tout ce que tu fais, en fait, tous tes trucs, ça se passe en ligne, c'est immatériel. Forcément, ça sert à rien, ça produit pas de valeur ajoutée matérielle, tu vois. Tu construis pas un meuble, tu construis pas même de l'art. Tu vois, c'est abject comme valeur. Et du coup, tu as répondu en disant, bah ok, on n'est pas tous en train de faire ça et tout le monde pourra pas ou voudra pas le faire. Et donc, même si les pourcentages de société changent un petit peu, ça restera, le 80-20 restera pareil, quoi. Mais du coup, la question que je pourrais te poser, c'est en fait, à quoi ça sert aujourd'hui, si on vient au sens d'aller creuser les concepts, créer du contenu, je sais pas, tu vois, tout ça. D'un point de vue individuel, ça peut donner du sens à la personne qui le fait déjà. Moi, ça me donne du sens à ma vie. A priori, ça te donne un sens aussi. Ça donne du sens aux gens qui, du coup, tendent vers ça aussi. Donc, c'est une première réponse un peu simpliste, tu vois, que je pourrais te faire, tu vois, c'est que c'est déjà un impact, tu vois, c'est que ça donne du sens, tu vois, à plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, millions de personnes. C'est déjà un impact positif. Après, sur la partie, ça ne crée rien dans le monde matériel, il n'y a rien de physique. La preuve que non, parce que toi, tu as créé un lieu, tu vois, tu as créé un lieu aussi, donc tu arrives à merger, je sais pas comment dire, à fusionner, à combiner le monde des idées et le monde matériel, les projets concrets, les projets dans la terre, littéralement ici, du coup, avec la salle de danse que tu as créée, tout ça. Et en même temps, si tu n'avais pas fait ce business, tu ferais quoi aujourd'hui? Tu n'aurais pas pu le faire. Très certainement. Absolument. Tu n'aurais pas les leviers que tu as. Donc, c'est aussi vraiment, tu as mis ton argent, ton audience, tes compétences,
ton ouverture d'esprit que tu as développée grâce aussi à tout ce que tu as créé, tes connaissances, tout ça, dans un projet physique. Ouais, absolument. Tu vois, déjà, le premier niveau, donc déjà, ça donne du sens. Deuxième niveau, ces leviers, ces actifs peuvent être réemployés dans des projets concrets. Troisième niveau, tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, les concepts, les idées influencent énormément la société. Tu regardes comme l'art aussi, évidemment, on en parlait en off, mais créer du concept, tu vois, faire avancer la civilisation à travers les idées. En fait, à un moment, il y a toujours un gars qui va reprendre ton idée pour en faire un projet concret. C'est vrai. En fait, les philosophes, ils ne font que paver une route pour un doueur après, quelqu'un qui fait. Il y a toujours un combo. Après, on n'aime pas, mais René Girard, philosophe français qui donnait des cours c'était quoi l'école ? C'est une école à Los Angeles, je sais plus, la plus grosse fac de Los Angeles, qui m'échappe là, le nom. C'est un prof de Peter Thiel. Ah oui. Peter Thiel, il a créé PayPal. Peter Thiel, il a créé Palantir. Alors, on peut critiquer parce que Palantir, c'est gros organe qui travaille dans le public américain, donc bref, NSA, tout ça, mais malgré tout, impact énorme, quoi. Et Peter Thiel, toute sa manière de voir le monde, enfin une grosse partie de sa manière de voir le monde et de penser le business est basée sur René Girard. Donc tu vois, il y a un philosophe qui lui a produit de la pensée, des concepts, et t'as un gars qui a appliqué. Donc je pense qu'il y a toujours un gars qui va à un moment, Ken Wilber, tu vas avoir des gens qui... regarde, par exemple, peut-être que tu as une approche de comment tu as créé cet écolieu, ou ce tiers-lieu, et aussi très influencé par les modèles de Ken Wilber. Oui. Tu prends cette salle, par exemple, est influencée, tu me l'as dit tout à l'heure, d'une certaine manière, par les cadrans. Oui. D'une certaine manière. Donc tu vois, c'est l'idée de Ken Wilber, et toi tu l'appliques dans un projet concret. Et peut-être que Ken Wilber, lui, il n'a pas une salle comme ça, lui. Peut-être que lui, il est dans une baraque normale, toi tu dirais c'est n'importe quoi et tout, enfin pas n'importe quoi, mais il n'est pas aligné. Mais lui, tu vois, il a pensé le système, et toi tu as appliqué le système. Ouais. Donc ça, c'est niveau 3. Je pense que les idées, les concepts, c'est quelque chose qui est très influent, qui influence beaucoup la société, beaucoup plus qu'on imagine. Autre niveau, pas niveau 3, mais 3 bis, c'est... en fait, moi j'adore l'économie dans laquelle on est parce que justement, il y a une forme d'éducation décentralisée qui est en train de se créer, avec des gens qui maintenant vont pouvoir se former avec des profs sur n'importe quel sujet, des hobbies, des compétences hyper dures à acquérir, plus des soft skills, enfin, peu importe les compétences, ou les connaissances, ou les hobbies, ou les accomplissements. Et du coup, tout le monde peut avoir sa micro-école. Tout le monde peut aider. Ça, c'est un peu comme le troc. Avant, tout le monde troquait la valeur économique. Maintenant, on peut troquer les connaissances, tu vois, un peu de cette manière. Alors, soit dans du pur troc, ou via de l'argent contre une compétence. Et ça, je trouve ça génial aussi, que tu vois, qu'on mette un peu un coup de pied au cul, on va dire, à l'éducation, qui a besoin de se faire un peu challenger les écoles historiques, et d'avoir des créateurs qui, on peut se dire, peut-être que pendant 2 ans, je vais dans l'école d'Eliott, et puis après, je vais dans l'école de Jean-Charles, ou dans l'école de je sais pas qui, entre guillemets, pas forcément brandé école, mais en tout cas, c'est l'idée, c'est qu'on... C'est le principe, Atomic, c'est une école, là. Oui. Au final, aujourd'hui, t'es une école, en réalité. Les gens, ils viennent se former chez toi, ils viennent avoir des transformations dans tes programmes, et je trouve ça super. Enfin, ouais. En tout cas, moi, je suis complètement biaisé. Enfin, je suis dedans, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à ça. Je suis fasciné par la génération Internet. Parce que moi, je me dis, ça aurait été très différent si j'étais né il y a 70 ans, quoi. Déjà, j'aurais fait la guerre, ça aurait été un autre sujet. Ouais, c'est vrai. Et surtout, j'aurais pas eu les possibilités que j'ai aujourd'hui. Je serais surtout à vivre encore à Nancy. Je serais dans un cadre très, très, très normé, très standardisé, juste un chemin que je peux suivre. Certainement pas très heureux parce que j'ai une nature très introspective, réflexive, remise en cause. Mais si j'aurais pas eu les outils parce que c'est bien beau de remettre en cause le système, mais si t'as pas les leviers pour le remettre en cause. Bien sûr. Alors j'aurais pu les avoir parce qu'en fait, il y en a qui l'ont eu dans le paradigme du 20e ou du 19e siècle. Mais il fallait être bien, bien meilleur. Aujourd'hui, moi, je me considère pas comme un génie, un surhomme, pas du tout. Je suis un mec normal qui, à un moment, se dit « Ok, je vais reprendre en main mon éducation, faire mon chemin. » Et j'ai les outils pour le faire. Mais comme des millions de personnes peuvent faire, en réalité. Oui, bien sûr. Après, tout le monde n'aura pas le même niveau de succès, de résultats, d'audience, de cash, tout ça. Mais ça, on s'en fout, limite. Si au moins ils peuvent suivre un chemin, tu vois, qui leur correspond plus, c'est qu'ils utilisent les outils d'Internet, les leviers d'Internet et les... Enfin voilà, je pense que j'ai bien développé. Ouais, c'est clair. Ouais. Ok. C'est ça ma vision. C'est ça ta vision, c'est beau.
Donc, on parle depuis tout à l'heure de plus ou moins de modèles mentaux, quoi, de métamodèles, celui de Ken Wilber, celui de l'individu souverain. Toi, tu en as développé un premier qui est le philopreneur. Ce serait quoi les prochains que tu aimerais développer ou si tu ne le sais pas encore, les champs d'application ou de recherche que tu aimerais creuser et dans lesquels tu aimerais développer un métamodèle? En fait, j'aimerais juste continuer, pour l'instant, toujours sur le modèle du philopreneur, mais continuer à développer. Donc là, j'ai la partie plus business, que j'aimerais écrire un livre, un petit livre sur la partie plus applicative de la vie intentionnelle avec les outils de notre époque. Je sais pas si ça serait je pourrais créer un concept, une méthode, mais ça répond pas forcément 100% à ta question. Non. Je le dis, je fais pas semblant. Je me l'exclus là. Donc il y a ça. Après, en modèle, je pense que intellectuellement, le Web3 est fascinant. Ouais. Je pense que les gens ne se rendent pas compte parce qu'il n'y a pas eu l'applicatif comme ChatGPT avec l'IA. Mais je pense que le Web3, d'un point de vue social, est aussi intéressant et sera peut-être même un contre-pouvoir à l'IA. C'est que l'IA, il y a un monde, comme tout outil, ce qu'on appelle le pharmacone, c'est un concept de Platon, ça. Toute technologie, technique et à la fois remède et poison. L'IA, ça va faire des super trucs, ça va faire des trucs catastrophiques. Le Web3, d'ailleurs, pareil. Mais je pense que le Web3 a une utilité un peu de contre-pouvoir, de régulation, parce que l'IA, ça va partir dans tous les sens, en fait, je pense. Donc je suis assez, moi, intellectuellement, j'ai envie de creuser dans le Web3. Mais du coup, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, en fait. J'ai pas de concept. Mais ok, mais en tout cas, c'est cette piste-là. Okay. Piste-là. Et en champ plus personnel, mais que je peux rattacher au business, toujours, au Web3, continuer, de spiritualité, je dirais. Je pense que j'ai un arc qui est un peu, pas délaissé, mais c'est juste dans mon développement personnel, en fait. Des recherches, continuer à lire du Ken Wilber, continuer à réfléchir, discuter avec toi, et continuer à transcender, à inclure des étapes de ma vie, on va dire. Mais pour l'instant, j'ai pas... Il n'y a pas de truc en slow burn. Non, il n'y a pas de concept révolutionnaire. C'est plus, il y a des domaines qui m'intéressent. Et je pense qu'il faut que je m'immerge à nouveau pour que ça clique. Et qu'il y ait des trucs qui viennent. Ouais. Mais ce qui est très bien, en fait. C'est pas, du coup, ça ne me stresse pas du tout. Mais au moins, ton intérêt, on sait où il est placé. Quoi. Ouais. C'est cool. Donc on sait plus ou moins. Spiritualité, continuer à se développer, du coup, s'éveiller, atteindre des niveaux de conscience peut-être plus élevés, plus sophistiqué, et Web3 pour justement avoir une phase, tu vois, là je me vois bien dans une phase vraiment très business, infoprenariat, solo business, créer mes programmes, etc. Parce que j'aime beaucoup cette démarche-là, pour aller au bout un peu de mon projet avec la vie intentionnelle, qui est un projet capitaliste, on pourrait dire, dans une certaine manière, même s'il apporte de la valeur, je trouve, à beaucoup de gens. Et après, un projet que je vais qualifier plus de socialiste, où justement je réemploie mon audience, mon capital, mes compétences pour aller faire du Web3 et aller craquer des modèles intéressants, mais avec beaucoup de cash et beaucoup de liberté du coup. Pas que beaucoup de cash, beaucoup de tout en fait, et qui me permettent en fait d'être indépendant dans mes choix, pas forcément devoir lever des fonds. Je reviens un peu mais j'ai monté une startup avant où du coup j'étais dépendant des investisseurs, j'étais dépendant de plein de trucs en fait, quoi. Alors que là j'ai l'impression que je vais pouvoir monter, c'est un peu la nouvelle manière de monter des projets ambitieux, autofinancés, autonomes à 100%, avec un max d'options parce que plein de leviers dans tous les sens que je peux actionner, comme toi tu peux faire actuellement. Et ça c'est encore autre chose, mais ça c'est ma réflexion sur le nouveau paradigme que j'ai pensé récemment, où je me dis que le modèle startup est mort des années 2010 que moi j'ai fait, et que maintenant je pense que la bonne manière, en tout cas une manière smart de monter une startup, c'est plutôt de commencer à faire une forme de solo business, développer tes assets, tes actifs, donc capital, audience, compétences, réseau, et à un moment te dire voilà, j'ai du levier, je lance un gros projet tech, SaaS, ou très ambitieux avec ces leviers-là. Et du coup, je ne dépends pas des invests. Ouais. Pas parce que les invests sont des mauvaises personnes, juste parce que ça te permet d'avoir un autre chemin, de ne pas être incentivé à devoir vendre ta boîte en express dans 5-10 ans. Pareil, on revient au problème des incentives. À cramer du cash et à faire x3, x5 ta valo pour relever des fonds. Enfin, ce modèle, en fait, a une utilité, mais je pense qu'il commence à être un petit peu dépassé. C'est clair. Et dans un monde où tu as MrBeast à 1 milliard d'abonnés... c'est pas du tout une vision intégrale de toute façon du business, quoi. Non. Donc je pense que voilà. Mais la tienne, peut-être que tu la tiendras, quoi.
Bah, peut-être qu'il y aura des business intégrales, effectivement. Ouais, je pense. Je sais pas. Du coup, soutenu par le moyen technologique du Web3. Ouais, mais c'est intégral jusqu'à le jour où ça l'est plus, parce que au final, c'est de la tech. Donc il y en aura fait, quelque chose après intégral. oui, voilà, il y aura toujours quelque chose de plus après. Ouais. En tout cas, à l'instant T, ça sera peut-être la meilleure manière, effectivement, la plus 360 intégrale de créer un business. Ouais, mais tu sais, t'as vachement raison de t'y intéresser quand même, parce que Ken Wilber dit dans tous ses livres que, en fait, à chaque fois qu'il y a eu une évolution de niveau de conscience au sens système de valeurs, ça a été toujours porté par une nouveauté technologique. Ouais. Et je pense que, complètement. Et donc avec que ce soit l'IA ou le Web3, etc., c'est la nouvelle base technologique qui va apporter potentiellement une évolution du niveau de conscience majeur. Ouais, complètement. Mais on en revient à ce que je disais. Le Web3, à la base, c'est un white paper. Du coup, c'est de la philo, en fait. C'est de la philo, Satoshi, c'est vrai. c'est de la philo. Enfin, c'est de la philo. En tout cas, c'est un concept. Ouais. C'est un moment, il pose, voilà, Bitcoin, white paper, voilà ce que c'est. Et après, il y a toute une mise en application, un écosystème Bitcoin, la blockchain, d'autres applicatifs maintenant, Ethereum et tous les milliers maintenant d'applicatifs qu'il y a eu, et de blockchain. Mais à la base, c'est une idée d'un mec, quoi. Ouais, c'est complètement. Donc on en revient à ça, c'est un concept. Et maintenant, le concept plus que le concept, maintenant c'est un projet. Et là, il est en train de façonner potentiellement la société. Et il y a des gens qui disent... il y en a qui vont loin et disent que, tu vois, de la même manière, il y a eu Jésus, tu vois, il y aura l'année Satoshi 1, tu vois. Il y a des gens, ils pensent ça. Et que pas forcément des mecs hardcore blockchain. Hein. T'as des gens, ils disent, si on dézoome dans 1000-2000 ans, ça se trouve que ce sera peut-être une des plus grandes avancées qu'on a eues au niveau de l'humanité. Et du coup, t'as des gens qui se referont, voilà, Satoshi 1, Satoshi 2. Moi, je compte en Gutenberg 1, perso. Ah ouais, toi, t'es un vrai, t'es aligné. Ouais, c'est marrant, mais ça montre l'importance de ce paradigme potentiel. Et non, mais en tout cas, ce livre sur le Bitcoin que tu recommandes, là... sur la blockchain, plus largement. Sur la blockchain, Read, Write, Own de Chris Dixon, qui est le gestionnaire du plus gros fonds VC, Andreessen Horowitz, spécialiste crypto. Donc il gère la partie crypto, et je lisais ses articles il y a 10 ans déjà, et il parlait déjà de crypto. Peut-être pas il y a 10 ans, mais il y a 8 ans dans mon cas. Et du coup, c'est le general partner du plus gros fonds crypto, ou un des plus gros fonds crypto au monde. Donc il sait de quoi il parle. Il sait exactement de quoi il parle. Et c'est très intéressant parce qu'il revient sur l'histoire d'Internet. Et les gens, en fait, ne connaissent pas l'histoire d'Internet. Pourquoi c'était créé, comment c'était créé, c'est quoi le Web 1, c'est quoi le Web 2, c'est quoi le Web 3. Comprendre les enjeux, en fait, qu'on a avec Internet. Qui est fondamental dans notre société actuelle. S'il n'y a plus Internet, tout s'écroule demain. S'écroule. Donc ouais. Et petite référence livre, parce qu'on est sur ta chaîne, les gens veulent des livres, j'imagine. Ils en ont déjà plein. Ils en ont déjà plein. Il y a vous connaissez certainement l'almanach de Naval Ravikant. Oui. Vous pouvez lire The Anthology of Balaji, qui est la suite, pas la suite, mais un autre livre de Eric Jørgensen, donc l'auteur de l'almanach de Naval Ravikant, avec Balaji, qui est un des mecs les plus brillants, entrepreneurs les plus brillants, qui est qui est à fond dans prospective, le future of life, future of work, Web 3, Bitcoin, IA, etc. C'est un mec incroyable. Je pense qu'il est encore plus dingue que Ravikant, mais beaucoup moins connu, parce qu'il a 1 million sur Twitter, donc il est très connu aussi. Ce qui est beaucoup pour ce genre de profil. Moi, je le connais pas, par exemple. Il est beaucoup moins connu que Naval pour l'instant. Mais en tout cas en France. Mais c'est fascinant. Et ce mec-là a écrit la deuxième référence, The Network State, où il t'explique en gros comment les pays sont créés. Donc c'est un bon livre de complément avec The Individual Sovereign. The Network State, où tu apprends comment les pays se sont créés, c'est quoi les dysfonctionnements qu'on a aujourd'hui avec la manière dont les pays se sont structurés, et comment tu crées un État Internet. Oui. Donc c'est intéressant. Magnifique. Merci Jean-Charles. Voilà. Trop cool. Je profite de ce tremplin pour peut-être vous expliquer donc un peu plus à propos de ce programme Atomic Perspective qui nous a réunis pendant une semaine avec Jean-Charles. Donc Atomic Perspective, c'est une sorte d'école nouvelle génération pour les créateurs de contenu, entrepreneurs et autres, qui sentent aujourd'hui un manque de profondeur globale. C'est-à-dire peut-être un syndrome de l'imposteur, le sentiment de quand on crée du contenu où on fait des trucs, on fait que du réchauffé. On n'a pas développé notre propre perspective, nos propres concepts, justement, comme on en a parlé longuement pendant ce podcast. Et donc, comme on est à ce stade-là, notre business ne rentre pas, on n'a pas notre propre méthode, on n'arrive pas à s'asseoir finalement et à rendre le truc magnétique autour de nous, comme on peut le faire des créateurs comme Tim Ferriss, Seth Godin,
en France, Fabrice Midal, tous ces créateurs qu'on connaît tous, parce qu'ils ont réussi à se faire citer plutôt qu'à citer les autres. Et nous, ce qu'on propose dans le programme Atomic Perspective, c'est un programme de 6 mois dans lequel on va ensemble mettre en place un protocole qui vise d'abord à construire une expertise, aller profondément dans tous les livres de cette thématique, comprendre les concepts, revenir aux prémices, aux études, grâce à toutes les méthodes qu'on peut mettre en place avec Jean-Charles de prise de notes et autres. Et ensuite, d'une autre partie, à créer son monopole personnel, donc à créer toute la base pour créer son contenu et ensuite développer sa propre méthode pour créer un business à partir d'une base solide. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce programme, on vient de le sortir. Il est disponible. On a fait une vidéo d'1h30 où on détaille tout le programme, pourquoi c'est important, c'est quoi une perspective, qu'est-ce qu'on entend par là. Et tout ça, c'est disponible dans la description sous cette vidéo si vous voulez y jeter un œil. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur le programme ? C'était un plaisir de le faire, déjà parce que c'est vrai que c'est la confluence avec nos deux univers où on a chacun, j'ai l'impression, les intérêts similaires, mais on part de l'autre côté. Moi, c'est vrai que c'est plus, je vais beaucoup creuser monopole personnel, la singularité, comment vraiment l'authenticité, la connaissance de soi, etc. Et toi, c'est vrai que c'était parti plus du côté gestion de connaissances, prise de notes, lecture. Et réciproquement, en fait, c'est des sujets qui nous intéressent tous les deux. Et du coup, c'est la bonne. En fait, c'est simple, c'était hyper fluide la construction du programme. Je pense que c'est le meilleur révélateur entre nous, c'est qu'on ne s'est pas marché sur les pieds sur le programme, la construction. Ça montre qu'il y avait un vrai fit, on va dire, à ce niveau-là. Et effectivement, je pense que tout ce qu'on s'est dit, j'ai beaucoup parlé de ça dans la vidéo, là, dans la discussion, on est vraiment à l'époque où il faut sortir du lot, créer sa perspective, aller en profondeur dans les concepts, comme tu disais. Et tout ce que je vous ai dit, le côté un peu 20e siècle versus 21e siècle, en fait, c'est exactement ça. C'est que les gens qui vont prospérer dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, c'est les gens qui vont créer leur souveraineté. On reprend la souveraineté individuelle. Ça passe notamment par les leviers. Et les leviers, comme on les acquiert, c'est notamment en étant différencié et différenciant. Et une des meilleures manières de l'être, c'est via la création de quelque chose, une méthode, un concept, un terme. Comme moi, j'ai la chance d'avoir développé le philopreneur un peu par itération. Et aujourd'hui, ça me sert tous les jours, en fait, quoi. Complètement. Tous mes business actuels, toutes mes activités sont drivés par mon audience, ma marque, le terme philopreneur, mes bouquins, la vie intentionnelle. Et on pourrait dire exactement pareil pour toi, en fait. Exactement pareil pour moi, ouais. Donc on essaie de rétro-ingénierer, comprendre vraiment ce qu'avait fait, on va dire, nos succès à notre échelle, surtout le succès de dizaines, centaines d'autres penseurs, créateurs, que ce soit des gens historiquement auteurs ou des gens plus modernes, créateurs de contenu, etc., qui vont en profondeur, et comparer à ceux qui sont trop en surface et qui vont certainement s'essouffler, disparaître dans les prochaines années, parce que c'est difficile, en fait, quand tu vas toujours te réinventer avec des hacks et tu n'as pas d'assises pour faire ça. Donc c'est vraiment le programme, je pense, moi j'aurais aimé avoir il y a 3 ans, 5 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est clair, moi aussi. Et même maintenant, on va apprendre des choses, mais en tout cas, très content, parce que je pense qu'en fait, on a fait un truc, ça fait très prétentieux de dire ça, mais d'unique sur le marché français. Oui. Voire même aux États-Unis, j'ai pas de programme en tête qui est équivalent. Aucun. Pas pour dire qu'il est meilleur, mais justement, c'est l'intérêt du monopole personnel, c'est que là, on a fusionné déjà des monopoles personnels qu'on a respectifs. Donc en fait, on peut pas faire la combinaison Elliott fois JC. Du coup, c'est un truc unique, et du coup, ça crée un programme unique. Après, vous jugerez s'il est bon ou il est pas bon, s'il est adapté ou pas pour vous. Mais en tout cas, vous avez quelque chose là qui a rien à voir avec ce qui existe aujourd'hui sur le marché français, voire le marché américain. Complètement. Ouais. Ça représente le monopole personnel. Et c'est le monopole personnel. Voilà. Donc si ça vous intéresse, prends mes liens dans la description. Et sinon, si vous voulez un truc plus léger, Jean-Charles, tu m'as interviewé sur ta chaîne. On a fait la reverse. C'est ça. Donc il y aura le lien aussi dans la description. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci Jean-Charles. Merci Elliot. De te prêter au jeu de cette interview conceptuelle. C'était dur mais intéressant. Dur mais ouais, je vois, t'as vraiment besoin de repos là. Allez, bonne journée. Salut. Bien joué. C'était top.